No centro do maciço central, a 364 metros de altura, 40 metros a mais que a Torre Eiffel, há uma cidade majestosa presa aos rochedos. Um gigante com pés de barro que parece prestes a afundar-se. O santuário de Rocamadour é atualmente o local natural mais visitado em França, depois do Monte Saint-Michel. Construída em 3 níveis, a imponente cidadela medieval ergue-se até perto do firmamento. Évidemment, il y a Rome, il y a Jérusalem, il y a Saint-Jacques, il y a Saint-Michel au Mont Saint-Michel et il y a Rocamadour. Dans le grand royaume de France, Rocamadour, c'est un des phares absolus. Como terão os construtores visionários, levados pela fé, conseguido construir na Idade Média um conjunto de igrejas e fortificações monumentais únicas do seu género? Em primeiro lugar, tiveram de carregar às costas milhares de toneladas de pedra, extraída do desfiladeiro situado 120 metros mais abaixo, para construir um terraço de 2.300 metros quadrados, equivalente a meio campo de futebol, suspenso no vazio. C'est un sacré challenge que des bâtisseurs à l'heure actuelle n'oseraient pas s'imposer vu la difficulté du site. Si tous ces hommes n'avaient pas construit de tels édifices, je ne suis pas sûr qu'on parlerait de la religion comme on en parle encore aujourd'hui. Em Rocamadour, os construtores rivalizaram proezas técnicas para edificar, equilibradas nas rochas, várias igrejas da altura de prédios de 6 andares. Rocamadour foi também palco de uma revolução arquitetónica, a abóbada em ogiva. Il a fallu faire tout un système d'églises souterraines pour pouvoir porter les églises supérieures. Para o acesso ao santuário, os construtores conceberam uma escadaria vertiginosa com 220 degraus, que os peregrinos subiam de joelhos. Rocamadour, uma terra lendária, cujo centro vibrante é esta estranha Virgem Negra, que se diz ter poderes sobrenaturais. C'est pour elle que les sanctuaires ont été construits, que les chapelles ont été érigées. C'est, je dirais, l'alpha et l'oméga de Rocamadour. Em Rocamadour há numerosos mistérios. O corpo de Santo Amador, discípulo de Jesus, descoberto intacto dentro da rocha, ou ainda Durandal, uma espada mítica com reputação de ser indestrutível, que ficou espetada, como por milagre, numa pedra após uma grande batalha medieval. Desde sempre, a lenda de Rocamadour é mantida por estes fenómenos inexplicáveis. À la fin de la messe, il s'est produit un événement incroyable. On est venu annoncer qu'il y avait un miracle, qu'il fallait venir constater. Apesar da sua aura miraculosa, a cidade medieval não foi poupada às guerras e tormentos da história. Rocamadour a toujours réussi à se relever de ses malheurs. 9 séculos após a sua fundação, vamos revelar os segredos de um gigante da fé. Entre desafios arquitetónicos invulgares e histórias lendárias, bem-vindos a Rocamadour. Para observar Rocamadour é necessário erguer os olhos aos céus. A cidade medieval, visitada todos os anos por 1,5 milhão de pessoas, está pendurada num penhasco por cima de um desfiladeiro impressionante. Um local de acesso muito difícil e inóspito, onde em teoria ninguém desejaria instalar-se. Como pôde este rochedo calcário atrair as pessoas ao ponto de se tornar uma capital da fé desde a Idade Média? O aparecimento de Rocamadour remonta a vários milhões de anos, à época em que as placas tectónicas desenharam a paisagem hexagonal. Il faut s'imaginer qu'il y a 200 millions d'années, c'est une mer peu profonde qui va rester sur de longues années et qui va laisser un dépôt sédimentaire très important. Et au retrait de cette mer, il va y avoir des fissures, des crevasses, tout un travail géologique qui va être encore plus marqué à la montée des Pyrénées. Há 40 milhões de anos, a placa ibérica e a placa euroasiática chocaram. A onda de choque catastrófica provocou a subida à superfície de rochas afundadas no mar. Foi o nascimento da cadeia montanhosa dos Pirineus. Em centenas de quilómetros circundantes criaram-se desfiladeiros. No desfiladeiro de Alzou, onde se situa Rocamadour, há 45 mil anos, os humanos fixaram-se pela primeira vez numa pequena gruta no penhasco. La grotte, qui est en fait ce qu'on appelle un abri sous roche, il y a dû y avoir des manifestations religieuses
peut-être même dès la préhistoire. On a retrouvé des éléments qui font penser qu'il y avait donc déjà un lieu de culte. Est-ce que c'était une divinité? Est-ce qu'il y avait une statue? On n'en sait rien. Ou vários deuses já seriam venerados na Gruta do Penhasco bem antes da chegada dos primeiros cristãos. A partir do século V, estes encontraram em Rocamadour um local à altura da dimensão da sua fé. Les sanctuaires chrétiens se sont établis dans des sites qui présentaient des particularités, je dirais, topographiques extraordinaires. L'altitude, c'est important parce que la falaise renvoie au ciel. C'est un lieu où on pouvait arriver plus facilement à avoir une relation avec le surnaturel. L'autre dimension, c'est la grotte. Pourquoi la grotte? Parce qu'on pense que la grotte pourrait conduire au centre de la Terre et là aussi établir une communication avec l'au-delà, avec le monde des morts. Donc Rocamadour avait cette double avantage d'être à la fois un site de hauteur et un site de grotte. Serão necessários séculos de trabalho e uma obra gigantesca para transformar esta simples gruta numa majestosa cidadela de fé. Para acolher os peregrinos cada vez mais numerosos, os monges construtores de Rocamadour iniciaram em 1159 um desafio colossal: edificar igrejas monumentais num pedaço de rocha apertado e suspenso a 150 metros de altura. Rapidamente encontraram um grande obstáculo: o terreno, particularmente acidentado e íngreme. Nous sommes face à une falaise où on arrive par des petits chemins escarpés. Donc, premier défi, il faut pouvoir agrandir le lieu. Il manquait une plateforme rocheuse. Il y en avait bien une petite, mais on a débordé. C'est un peu comme pour le Mont Saint-Michel. Para que as igrejas pudessem surgir no penhasco, faltava realizar uma proeza: aumentar o terraço rochoso que serviria de fundação a vários edifícios religiosos em redor da Capela da Virgem. C'est un sacré challenge que peut-être des bâtisseurs à l'heure actuelle n'oseraient pas s'imposer vu la difficulté du site. La pierre est trouvée sur place, donc déjà c'est un atout majeur puisque le rocher ne manque pas dans le canyon. A obra arrancou em 1159. Os construtores começaram por preencher o espaço situado acima da gruta para criar um terraço com altura suficiente com pedra extraída do desfiladeiro. Mas prontamente enfrentam um novo desafio: içar à mão pedaços de rocha pesados pelos caminhos estreitos de Rocamadour à beira do penhasco. Uma missão sobre-humana. Portanto, os construtores concebem um acesso pela parte superior da plataforma. Constroem um caminho pouco inclinado na colina vizinha até à Capela da Virgem. A partir daí, preenchem o espaço ao longo do penhasco para construir um terraço com 72 por 32 metros, o equivalente a meio campo de futebol. Resta-lhes resolver um problema complicado: a estabilidade destas fundações, suportadas por uma rocha calcária muito frágil. Os arquitetos conceberão uma solução inédita para a época. Il a fallu faire tout un système d'églises souterraines pour pouvoir porter les églises supérieures. Os construtores optarão por expor o relevo natural e edificar as igrejas no meio do rochedo. O terraço, que serve de fundação rochosa, não é uniformemente liso. Desce em cascata até ao sopé do penhasco. Nesta plataforma, os construtores concebem um edifício totalmente atípico. Uma mistura entre igreja e cripta, 6 metros acima do pátio principal. Uma proeza técnica. À la même époque, on construisait des choses où il y avait des voûtes gothiques et qui étaient avec des contreforts, etc. Là, on ne pouvait pas installer de contrefort, donc il a fallu aménager la voûte de manière à ce que tout tienne sur cette étroite fente de rocher. Ce bâtiment-là tient la totalité donc, des bâtiments au-dessus, avec l'église Saint-Sauveur et le donjon. Portanto, a cripta devia ocupar uma superfície muito limitada e suportar o peso de uma igreja. O arquiteto baseia-se numa técnica totalmente inovadora que revolucionará a construção de edifícios religiosos do fim do século XII. A abóbada em ogiva. O equilíbrio da estrutura assenta num sistema de abóbadas suportadas por 2 arcos diagonais que se cruzam em ângulo reto. Estas abóbadas são suportadas por 4 colunas imponentes.
Para reforçar a estabilidade da construção, erguem-se enormes arcos duplos com 2 metros de largura e espessos muros de pedra. Esta estrutura sólida é a base para a construção da Basílica de Santo Salvador, que arrancará alguns anos mais tarde. Mas o santuário não precisará de esperar a conclusão destas construções para ganhar fama. Em 1166, 6 anos após o início da obra, um acontecimento misterioso altera o destino do santuário. On parle à ce moment-là d'une personne qui veut se faire inhumer au plus proche de la fameuse chapelle dédiée à la Vierge. Lorsqu'il meurt, les moines creusent et tombent sur le corps parfaitement intact d'un homme. Sa chair est encore souple. La seule chose que disent les moines qui écrivent, ils disent « on aurait dit qu'il dormait ». A descoberta deste corpo miraculosamente conservado suscita numerosas questões. Quem é ele? Por que não se decompôs? Au départ, on a dit « oh, c'est un ermite ». Et puis après, non, on en a fait quelqu'un de mieux. On a fait Saint Amadour, serviteur de la Vierge, serviteur du Christ. La non-corruption était considérée à l'époque comme un signe de sainteté. Les corps des saints ne pouvaient pas se putréfier comme les autres. Et si on retrouvait un corps intact 1000 ans après, ça voulait dire que c'est un saint. Et les clercs ont inventé que cet Amadour est en fait un personnage de l'Évangile qui s'appelle Zachée. Na Bíblia, Zaqueu é um servo de Cristo vindo de Jericó. Segundo a lenda nascida com a descoberta do corpo, Zaqueu terá fugido da Judeia pelo mar Mediterrâneo e passou o Oceano Atlântico até ao estuário de Gironda, antes de subir os rios Dordogne e Alzou, o rio que corre no sopé de Rocamadour. Ter-se-á tornado ermita, na gruta, sendo depois enterrado em frente à Capela da Virgem. Ça se répand dans toute la chrétienté. Ce corps intact, évidemment, fait venir une quantité de monde. Esta descoberta torna mais do que nunca indispensável a construção de um edifício de grandes dimensões, capaz de acolher centenas de fiéis. Portanto, os construtores iniciam uma obra gigantesca, a edificação da Basílica de Santo Salvador. On va construire cette belle basilique qui est l'endroit le plus spacieux pour pouvoir accueillir un grand nombre de pèlerins, non seulement le jour, mais aussi la nuit. Lorsque les pèlerins venaient ici, eh bien, la plupart du temps, ils n'avaient pas de lieu pour loger, donc il y avait une partie qui était réservée pour les moines, dans le chœur, et une partie qui était réservée pour les pèlerins. O desafio que os construtores enfrentam é enorme. Erigir a maior igreja possível na superfície concedida pela cripta. Concebem uma grande sala retangular com 500 metros quadrados, equivalente a 2 campos de ténis. Os construtores aperfeiçoam as técnicas testadas na construção da cripta. No centro da igreja colocam 2 conjuntos de 8 colunas. Nestes grandes pilares ficam apoiados 7 arcos com 7 metros de diâmetro. Os arcos diagonais são da mesma dimensão dos da igreja de Santo Salvador, 10,5 metros. Mas os construtores ultrapassam ainda mais os limites do gigantismo. As colunas têm quase mais 8 metros. Tous ces éléments architecturaux font référence au style qu'on appelle gothique plantagenet qu'on a dans l'ouest de la France. C'est pour cela qu'on pense fortement que Henri II Plantagenet apportait à chaque fois de l'argent pour la construction de ces sanctuaires. Henrique II Plantageneta, rei de Inglaterra, é de facto o primeiro soberano a rumar em peregrinação a Rocamadour desde 1159. Tornado Duque da Aquitânia, depois de casar com Leonor da Aquitânia, fará da cidade medieval o símbolo vibrante do seu poder na região. Situada numa zona fronteiriça sujeita a conflitos, Rocamadour foi concebida como uma fortaleza que permitia aos monges proteger o local contra ataques inimigos. Em frente à Capela da Virgem, o primeiro edifício a ser construído foi a Torre de Vigia Saint-Michel. Esta torre, inserida na rocha, permite criar uma barreira entre a praça, repleta de peregrinos, e a vida religiosa dos monges no seu priorado. Ao longo dos anos, a plataforma do santuário foi enriquecida com novos edifícios. O Palácio Episcopal, a oeste, e um conjunto de capelas, Santa Catarina, São Luís, hoje desaparecida, Santa Ana, São Brás e São João Batista ligadas por cima do vazio. Os construtores exploraram cada centímetro quadrado do terraço para incluir a capela de Notre-Dame. On va
plus parler d'une organisation logique en ayant Notre-Dame effectivement comme presque point central et ensuite la totalité des édifices qui l'entourent. C'est vrai que quand on se retrouve sur le parvis, on a l'impression d'être dans une seule et même église entourée de chapelles. A Capela de Notre-Dame mantém-se o edifício central do santuário. É por ela que os peregrinos percorrem por vezes milhares de quilómetros a pé. Tanto que no fim do século XII começaram a espalhar-se histórias intrigantes. Curas inexplicáveis, homens salvos de afogamentos, crianças que escaparam miraculosamente à morte. Estes relatos pouco credíveis foram registados em 1172 numa publicação chamada Livro dos Milagres. Sans doute un moine qui s'inspire peut-être un petit peu de l'amour courtois, enfin des troubadours. On raconte, c'est très illustré. On donne beaucoup de détails. Alors on guérit assez facilement, on est sauvé de la noyade, etc. Il y a des petits miracles, il y a aussi bien sûr des grands miracles. C'est toutes des choses où les moines disent on a bien vérifié que ce qui est écrit s'est réellement passé. Et ils écrivent ce livre des miracles quand même avec un notaire pour que ça soit vraiment écrit et certifié comme quoi tout a été vérifié. Dans le livre des miracles de Rocamadour, on voit très bien que c'est la Vierge qui les implore. Amadour vient en second et parfois n'est même pas nommé. C'est vraiment un sanctuaire marial. A Virgem Maria é a verdadeira rainha do santuário. Milagreira, a sua aura brilha ainda mais com o aparecimento de uma estátua misteriosa. Colocada majestosamente ao alto da Capela de Notre-Dame, uma Virgem negra com o menino Jesus sentado no joelho esquerdo vigia os visitantes. Pensa-se que a imagem date do século XII, mas o seu criador e, sobretudo, a sua aparição em Rocamadour ainda hoje são enigmáticas. Il y a une part de mystère. On s'interroge, on ne sait pas d'où ça vient, et ça va pas pu se faire tout seul, etc. Et donc il y a déjà une présomption de miracle dans la statue elle-même. Alors quand la statue commence à faire des miracles, à ce moment-là, le doute n'est plus permis. C'est pas n'importe quelle statue, c'est une statue miraculeuse. On la voit pas, cette Vierge aujourd'hui. Elle est sous ses vêtements qui font partie de l'aura du décorum. C'est normal, une Vierge en l'habille. Et même probablement dès le Moyen-Âge on l'habillait. Probablement qu'on ne la voyait que très rarement de près. Entre os numerosos mistérios que envolvem a Virgem de Rocamadour, a sua cor negra é, sem dúvida, o mais intrigante. C'est une Vierge qui est en bois, mais qui aujourd'hui a une apparence noire, sombre, du fait du vieillissement, de l'altération et probablement d'une coloration volontaire à un moment donné de la statue. On s'est rendu compte que finalement, on leur accordait à ces Vierges noires des pouvoirs de guérir qui étaient beaucoup plus forts lorsque c'était des Vierges de couleur noire. Em 2015, para tentar obter respostas às numerosas questões que envolvem a Virgem Negra de Rocamadour, a misteriosa estátua foi submetida a uma série de testes, entre eles uma datação a carbono e uma digitalização. Transportada para o hospital de Cahors, no maior dos sigilos, a velha Virgem Negra tirou uma radiografia. L'examen qui lui a été prodigué a bien été un scanner qui permet de voir à l'intérieur, on va dire, de certains objets sans avoir à les ouvrir. A Virgem Negra foi analisada de todos os ângulos. Os cientistas embarcam em investigações inéditas. Procuram, entre outras coisas, saber se a estátua contém, ou já conteve, relíquias, nomeadamente restos mortais da própria Virgem Maria ou de santos. Malheureusement, en screenant assez rapidement les images, on s'est rendu compte que les seuls trous qu'il y avait dans le bois, c'était bien du défect lié au temps, et pas du tout parce que le créateur de l'objet avait décidé d'y mettre quelques reliques que ce soit. O mistério em torno da Virgem de Rocamadour permanece intacto e talvez seja dele que vem o poder da estátua. Tanto na Idade Média como atualmente, esta preciosa representação em madeira da Mãe de Cristo é a razão da existência do santuário. Elle représente le but de déplacement de tous les gens qui viennent à Rocamadour, au sens général en tant que pèlerins. C'est, je dirais, l'alpha et l'oméga de Rocamadour. Tout part et tout arrive par la Vierge, c'est-à-dire c'est à partir d'elle, grâce à elle, pour elle, que les sanctuaires ont été construits, que les chapelles ont été érigées. C'est la raison d'être, en fait, de Rocamadour, cette Vierge. Dispondo de uma imagem e de relíquias de santo amador, a cidade de Rocamadour ganha o estatuto de local santo aos olhos de todo o mundo cristão. Mais que um santuário, é uma capital da fé.
Ricos e pobres, nobres e camponeses, toda a sociedade medieval se desloca a Rocamadour em busca de proteção divina. A partir do século XIII, a cidadela, com 1000 habitantes, torna-se um local de peregrinação incontornável para os reis de França. Tous les rois aiment bien être un peu de droit divin. C'est important parce que Dieu les protège et la Vierge de Rocamadour les protège aussi. Et ils vont en avoir besoin, en particulier pour les guerres. Luís IX, também chamado São Luís, é o primeiro soberano francês a ajoelhar-se no santuário de Rocamadour. Traz no seu encalço toda a família real. Seguiram-se os reis franceses Carlos IV, João II e Luís XI. A ordenação real do santuário reforça ainda mais a atração do local aos olhos dos peregrinos. Quand vous avez votre roi qui vient à Rocamadour, vous n'êtes pas complètement indifférent au fait que le roi soit venu ici. Aprovada pelos reis, Rocamadour é aclamada por cristãos em toda a Europa, para expressão da sua devoção, mas também para expiação dos seus pecados. Dans ces civilisations qui étaient globalement chrétiennes, le bien suprême, c'était le salut dans l'au-delà. Il s'agissait de sauver son âme de façon à pouvoir entrer au paradis. Quand ils avaient fait justement de gros péchés, si je peux dire, ils étaient d'autant plus portés à partir en pèlerinage pour se les faire pardonner. Desde o século XII, os peregrinos chegam em massa ao santuário, mas a subida ao local continua a ser um grande problema. Na época das primeiras construções, apenas trilhos muito acidentados permitiam chegar à praça. On devait monter par un chemin très difficile et on a essayé de rendre l'arrivée au sanctuaire moins difficile grâce à ce grand escalier. Moins difficile, mais enfin tout est relatif, puisqu'il y a environ 200 marches que les pèlerins devaient monter à genoux. Os construtores criam um conjunto de escadarias em pedra numa subida com mais de 116 metros. Cada degrau é, em si, um desafio. A subida constitui um último esforço, especialmente cansativo e doloroso para os peregrinos que chegam após dezenas de dias de caminhada. Contudo, é uma etapa indispensável no processo de penitência. Monter les 220 marches de Rocamadour, c'était aussi une façon de se conformer au Christ de la Passion. Il faut participer aux souffrances du Christ, il faut donc souffrir un peu dans sa chair, dans ses genoux. O benefício dos favores da Virgem conquista-se, mas o sofrimento dos peregrinos termina aqui, porque para poder acolhê-los em boas condições, a cidade desenvolve-se muito rapidamente. Para manter o estatuto de grande centro de peregrinação, Rocamadour deve dispor de estruturas dedicadas à alimentação, ao tratamento e ao repouso dos visitantes. Beaucoup de bâtiments sont construits à ce moment-là, mais il faut penser pas que dans les sanctuaires et dans la cité de Rocamadour, mais aussi tout autour. C'est une mise en place, par exemple, de moulins à eau pour fournir en farine les marchands de Rocamadour. Donc toute une mise en place d'hôpitaux aussi pour l'accueil des pèlerins. On les accueille pour les soigner, pour les nourrir, et puis aussi pour des raisons certainement prophylactiques, pour éviter que l'épidémie, s'il y a épidémie, gagne le centre de la cité mariale. O santuário é rodeado por 3 hospitais, situados à chegada dos maiores caminhos. L'Hospitalet, a norte, Saint-Jacques-de-Magé, a sul, La Carreta, no centro da cidade, junto à grande escadaria. Nos arredores, quintas fornecedoras asseguram o abastecimento de alimentos para os peregrinos. Donc là aussi, une manœuvre dans la volonté d'avoir une parfaite intendance pour développer le pèlerinage à l'échelle qu'on le souhaite. Graças a esta logística muito bem sucedida, a peregrinação de Rocamadour atinge o seu auge no século XIII, passando de algumas centenas de peregrinos a mais de 100.000 por ano. Um número colossal numa época em que as deslocações eram feitas a pé ou a cavalo. É na mesma altura que o santuário ganha uma nova lenda, cuja marca ainda é visível na rocha, através de uma espada misteriosamente presa a vários metros do solo. Le Moyen-Âge a besoin de choses extraordinaires. Alors, depuis quand est-elle là? Je ne peux pas vous le dire. Segundo a lenda, esta impressionante lâmina de ferro seria Durandal, a espada mais afiada alguma vez forjada, que pertenceu ao famoso cavaleiro Rolando. Este bravo guerreiro franco, o sobrinho de Carlos Magno, é o herói de uma das mais famosas batalhas da história francesa. A Batalha de Roncevaux, em 778, contra os sarracenos. Là, jusque-là, on est dans l'histoire et on va entrer dans la légende.
Il arrive dans les grandes batailles et voilà qu'il est refoulé dans les Pyrénées. À ce moment-là, il se voit assailli et il croit qu'il va mourir. Donc il se dit, je ne veux surtout pas que cette épée, qui est consacrée à la Vierge Marie, me soit volée. Donc il prend cette épée, il va essayer de la casser sur un rocher. Ce rocher va se fendre et ça va créer la brèche de Roland dans les Pyrénées. Donc il prend son épée, il la lance de toutes ses forces et voilà qu'elle va faire un vol de plus de 300 km e venir jusqu'à Rocamadour se planter dans la falaise. Terá sido Rocamadour que a espada escolheu como refúgio, mesmo por cima da entrada da Capela da Virgem Negra. Um fenómeno que impressiona os peregrinos. O Rolando é o grande herói de um conto heróico, narrado em todos os castelos do reino. La chanson de Roland, c'est l'écrit le plus populaire du XIe et XIIe siècle. Elle est chantée, elle est connue de tous. Et donc finalement, elle va aussi faire connaître Rocamadour à travers l'Europe. O prestígio e a reputação de Rocamadour brilham ao ponto de atrair peregrinos vindos de locais muito longínquos. Não hesitam a viajar da Flandres, do Báltico ou de Itália. On a même retrouvé, vous voyez, jusqu'en Sibérie, des sportels, c'est-à-dire les insignes de Notre-Dame de Rocamadour. Ce qui veut dire que quand vous faites 11 000 km dans un sens à pied et 11 000 km dans l'autre sens à pied pour venir demander une grâce, c'est que vous savez que là, lorsque vous venez prier, c'est que ça marche. Mas nem todos os peregrinos vêm a Rocamadour de livre vontade. O acesso e a subida ao santuário são tão difíceis que são, por vezes, propostos como pena alternativa à prisão por certos tribunais. Para obter a liberdade, os condenados deviam, em primeiro lugar, enfrentar um caminho extremamente perigoso. Être pillé par les pillards, vous pouviez être attaqué par des bêtes, vous pouviez être pris, si c'était l'hiver, dans les neiges, etc. À chegada, os criminosos terminavam de cumprir a sua pena com uma subida particularmente desgastante da grande escadaria. Les personnes, elles arrivaient en bas des grands escaliers, là on leur remettait symboliquement aux pieds et aux mains des fers, et elles montaient le grand escalier à genoux. Et on ne les délivre que dans la chapelle miraculeuse lorsqu'ils ont prié la Vierge. Donc monter ces marches avec les fers aux pieds, écoutez, je n'ai pas essayé, mais ça n'est certainement pas très agréable ni très facile. A Praça dos Santuários nem sempre acolhia pessoas recomendáveis em tempos atribulados. Nos séculos XII e XIII havia muita tensão na região. Rocamadour situa-se numa zona que era disputada entre os reis de França e de Inglaterra e o seu estatuto de santuário não a protegia da ganância. Qui dit lieu de pèlerinage dit énormément de richesses et il faut protéger ces richesses. Et donc c'est dès le XIIe siècle qu'on va construire 2 tours de chaque côté de l'entrée des sanctuaires. Além destas torres de vigia com 30 metros de altura, uma fortaleza chamada Palácio Episcopal tem vista para a grande escadaria e protege a área ocidental da Praça dos Santuários. Il y a cette partie fortifiée autour donc de la chapelle sainte qui forme ce qu'on pourrait dire le cœur fortifié donc de l'ensemble. Et après, notamment au XIIIe siècle, va se développer de plus en plus la communauté des habitants avec les marchands, mais aussi les paysans. Il faut imaginer qu'il y a tout ce qui permet de faire fonctionner une économie. Et ces gens-là, donc comme ils habitent en dehors du sanctuaire, il faut les défendre. No nível inferior, na rua principal, numerosos comerciantes e camponeses recém-instalados estão na primeira linha em caso de ataque ao vale. Para garantir a sua segurança, são construídas várias muralhas sucessivas, guardadas por imponentes portas de pedra. Devant ces portes, même si elles étaient à l'intérieur et qu'il y avait des faubourgs derrière qui étaient eux-mêmes protégés par une muraille, il y avait quand même des fossés qui étaient creusés devant ces portes. Chaque enceinte est opérationnelle en elle-même, même si la ville la dépasse. Apesar destas proteções, a cidade continua muito vulnerável devido à sua particular localização num cós, isto é, numa plataforma rochosa. Des attaquants, des assaillants qui s'installeraient, qui arriveraient à s'approcher du château, ils ont la totalité de la ville en dessous, qui est à portée d'arbalète, de ce côté-là. Et de la même façon, de l'autre côté, sur la colline, on peut très facilement installer des arbalètes. Donc ils vont pouvoir prendre la ville depuis les hauts, sans trop de difficultés, pouvoir tirer dessus. Portanto, é necessário encontrar soluções para proteger a praça, tanto quanto possível, de flechas e de outros projéteis. Para tal, é construída uma fortaleza no cume do rochedo. É rodeada com uma muralha extra larga com quase 3 metros de espessura. Resta resolver um problema: como estabelecer a comunicação entre o nível superior e a Praça dos Santuários. Os construtores de Rocamadour concebem uma solução muito astuta.
Para descobri-la, é preciso visitar as profundezas da Basílica, num lugar encerrado ao público. Voilà, nous allons entrer par la porte d'un placard de la sacristie pour pouvoir monter jusqu'au château sans être vus de l'extérieur. Esta escadaria é o segredo mais bem guardado do santuário. Atravessa a antiga torre de vigia que hoje serve como sacristia e a estrutura da basílica. A escadaria foi escavada na própria rocha, longe de todos os olhares. São 150 degraus que os religiosos percorriam todos os dias, mas que sobretudo permitiam aos soldados agir mais rapidamente em caso de ataque. On pouvait avoir une garnison au niveau de la plateforme supérieure qui, en cas de danger, pouvait très vite descendre au niveau des sanctuaires. Este nível de proteção foi ainda mais necessário quando, no século XIV, a Guerra dos 100 Anos abalou o reino francês. Opôs a dinastia dos Plantagenetes, os reis de Inglaterra, à dinastia dos Valois, os reis de França. Os conflitos, que começaram em 1337, só cessaram um século mais tarde. C'est un conflit ici dans la région qui a été très important, qu'il a commencé un peu plus tard qu'ailleurs, c'est vers 1345 alors qu'ailleurs il a commencé vers 1337. Mais en revanche, il y a une guérilla quasiment permanente, ça a été la guerre tout le temps. Mas quando a guerra começa, a vigilância na região encontra-se um pouco relaxada, e em Rocamadour em particular. Lorsque la guerre de 100 ans arrive ici, ça fait 50 ans en gros pratiquement qu'il y a la paix dans la région. Donc les fortifications, on ne va pas dépenser de l'argent pour des choses qui ne servent à rien. Les fortifications, elles gênent. Les gens ont creusé des ouvertures pour pouvoir s'éclairer. S'il fallait faire le tour par la porte, alors qu'on pouvait descendre au champ en creusant une porte, dans les fortifications juste à côté, on le fait. Fait qu'au début de la guerre, on a énormément de mentions de travaux faits sur les fortifications parce qu'elles sont dans un état lamentable. Fortificações fragilizadas. Para Rocamadour, esta negligência poderia ter-se revelado dramática. No final da década de 1360, enquanto a Guerra dos 100 Anos assola a região, Rocamadour é cercada pelo exército inglês. 1369, c'est la reprise de la guerre après la pause du traité de Bretigny. Le prince de Galles envoie une armée, ici en Quercy, 4000 hommes à peu près. Os ingleses conseguem tomar Gourdon e Gramat. Depois dirigem-se para Rocamadour. Os soldados posicionam-se à volta da cidade. Les habitants de Rocamadour sont conscients des fragilités de leur fortification. Le château qui se trouve au sommet de la cité n'assure pas en fait la protection dont ils auraient eu besoin le long du rocher. C'est beaucoup trop difficile à défendre. La falaise est trop en aplomb par rapport au sanctuaire. Et finalement, aux premières arrivées en fait des troupes, on ouvre facilement la cité et on préfère ouvrir plutôt que d'avoir trop de destruction, trop de pertes. La ville va se rendre au bout d'une journée et demie. Pourquoi résister, risquer le pillage, stopper le pèlerinage, alors qu'il y a sans doute des pèlerins qui sont en attente de venir dépenser leur argent à Rocamadour à l'Hospitalet. Donc tout ceci fait que ils acceptent de se rendre et ça ne leur coûte pas très cher étant donné qu'ils vont avoir pendant quelques temps une garnison anglaise qui va être laissée ici. Et ça leur coûte la fourniture de 50 bêtes de sommes chargées de vivres à l'armée anglaise. A cidade prefere comprar a paz a comprometer a sua preciosa peregrinação. Mesmo que venham menos visitantes, a aura da Virgem de Rocamadour continua a intensificar-se. A Virgem parece zelar particularmente pelos marinheiros que difundem o seu culto nos 4 cantos da terra. À rapprocher aux 2 visites d'Henri de Plantagenet à Rocamadour, puisqu'on sait qu'après son passage, il fait édifier une chapelle dédiée à la Vierge à Camaret-sur-Mer. Et donc on sait que les marins bretons se mettent à prier cette Vierge Noire. Entre estes marinheiros bretões encontra-se um ilustre explorador, originário de Saint-Malo, Jacques Cartier. O navegador, que descobriu o Canadá em 1534, viu-se preso no gelo no rio São Lourenço. Il est parti avec une statue de Notre-Dame de Rocamadour et un curé. Il a demandé au prêtre d'organiser une procession avec tout son équipage. Les voilà lancés sous la glace. Ils arrivent sur le bord du Saint-Laurent. Là, ils rencontrent un autochtone qui comprend leur détresse et qui va leur offrir une espèce de boisson ultra vitaminée. Et voilà que tout l'équipage va être sauvé. Para Jacques Cartier não restam dúvidas. Foi a intervenção da Virgem que originou a sua salvação. Decide dirigir uma pequena capela, em sua honra, na margem do São Lourenço, assentando assim as primeiras pedras da cidade do Quebec. Ainda hoje a paróquia do Quebec chama-se Notre-Dame de Rocamadour.
Tal como Jacques Cartier, centenas de marinheiros pediram socorro à famosa Virgem Negra. Comment savoir si c'est vraiment Notre-Dame de Rocamadour qui intervient? Eh bien, lorsque vous êtes dans la chapelle Notre-Dame, vous pouvez lever la tête et regarder au plafond, il y a une cloche. On sait qu'elle est datée du 9e siècle. Peut-être une simple petite cloche d'appel à l'office pour les religieux. Muito mais que simples sino, este carrilhão tocava apenas com as intervenções em espírito da Virgem Negra em cada salvamento miraculoso no mar. Uma história pouco credível, contudo inquietante. Não existe qualquer explicação racional para o facto deste sino misterioso tocar sozinho. Elle a un battant, mais absolument aucune ficelle, rien du tout pour pouvoir la mouvoir. Donc, elle est fixe. Les moines vont entendre cette cloche sonner. À chaque fois qu'ils l'entendent sonner, ils notent l'année, le mois, la semaine, le jour, etc. et l'heure, et ensuite ils attendent. Lorsqu'un équipage arrive pour remercier la Vierge Marie, ils leur disent « À quel moment avez-vous été sauvés ?» Et donc, lorsque les marins leur disent la date, ils disent « Ah ben oui, effectivement, c'est Notre-Dame de Rocamadour, puisque ça correspond. » Ou alors, sinon, ils leur disent « Allez dans un autre sanctuaire, c'est pas de chez nous. » A Virgem Negra zelaria pelos marinheiros. Mas a partir do século XIV é ela que se encontra ameaçada por um conflito de uma barbaridade inédita: as guerras religiosas. A meio do século XVI, o reino francês entra num período negro. 8 conflitos muito sangrentos, cujo auge foi o massacre de São Bartolomeu, opõem católicos e protestantes. Rocamadour foi então alvo dos protestantes. On est dans une région qui a été très disputée entre les catholiques et les protestants. Il y a eu beaucoup d'opérations, beaucoup de guérillas. Et il y a la prise de Rocamadour en 1562. Les moines vont être chassés, le sanctuaire va être brûlé, pillé. Il faut bien savoir que le sanctuaire abritait des tas de cadeaux qui avaient été faits par ces grands de ce monde qui sont venus. Vous n'imaginez pas Saint-Louis venir à Rocamadour les mains vides quand il vient demander quelque chose à la Vierge Marie. Durante o ataque, os huguenotes depararam-se com o corpo de Santo Amador, segundo os registros, no mesmo estado de conservação em que foi descoberto. Avant de partir, ils prennent le corps de Saint Amador, qui était dans une chasse dans la crypte, ils le montent sur les parvis. Là, ils vont vouloir le faire brûler. Manque de bol, le corps ne brûle pas. Alors ils le prennent, ils le cassent en morceaux avec des haches et ils remettent tout ça dans le feu et puis ils partent. Les Amadoriens vont récupérer les peu de restes dans les cendres de ce feu et vont ensuite conserver cela dans des reliquaires successifs. O santuário foi devastado pelo ataque. C'est une période vraiment dramatique qui va finalement être la fin du pèlerinage de moines de Rocamadour à l'échelle européenne. Rocamadour atravessa tempos sombrios. Abandonado por reis e peregrinos, já só é frequentado pelos camponeses da região. Em plena decadência, o local acabou destruído após o século XVIII. Foi vítima colateral de uma nova corrente de pensamento que conduz à Revolução Francesa: o Iluminismo. Dans l'optique, la philosophie des Lumières, le pèlerinage, c'est du vagabondage, c'est des gens qui ne travaillent pas, qui sont incontrôlables. La Révolution va arriver par là-dessus. Donc, ce qui va faire qu'il va y avoir plusieurs décennies sans que le sanctuaire soit entretenu, sans qu'il soit un lieu de pèlerinage comme il l'a été. Et donc, il va vraiment se détruire grandement. Le château sur la plateforme supérieure n'existe plus. Les sanctuaires prennent l'eau. Puis il n'y a plus rien, il n'y a plus d'office et personne ne vient plus. C'est vraiment la fin de Rocamadour. On vient sur place et on remploie les pierres, on récupère des linteaux, des fenêtres, en général des belles pièces qui vont être récupérées. On va repartir avec et bâtir de nouveaux bâtiments. Despojadas das suas pedras mais belas, as igrejas e capelas do santuário cobrem-se de vegetação. Parado no tempo, o local transforma-se numa paisagem romântica que apenas atrai os sonhadores. Il faudra attendre le 19e siècle, en fait, pour voir renaître ce pèlerinage et puis la restauration de tous ces sanctuaires. É novamente o destino que permite que Rocamadour recupere todo o seu brilho.
On parle de la rencontre de deux personnages qui va être à l'origine en fait de la relance du pèlerinage à Rocamadour. Pierre Bonhomme, qui est de Gramat, qui rencontre sur place l'abbé Caillot, qui vient de la région parisienne, qui est un personnage malade, qui fait le pèlerinage à Rocamadour, et ces deux hommes se rencontrent. Et c'est de leur rencontre que va naître cette volonté de relancer le pèlerinage à Rocamadour. A reabilitação do santuário medieval foi confiada a um homem de fé e construtor, o abade Cheval. 3 hommes, un pour le côté financier, un pour le côté architectural et un pour le côté spirituel. La Sainte Vierge sait bien s'entourer, n'est-ce pas? O projeto dos 3 homens seduz os bispos de Cahors. Mas o santuário está em tal estado de deterioração que o dinheiro do abade Caillot não seria suficiente para reconstruir tudo. O preço da obra estimava-se em 400 mil francos, o equivalente a 1.300.000 euros. O bispo de Cahors teve uma ideia revolucionária para recolher fundos junto da população. On lance une souscription qui marche très bien et qui permet le démarrage de cette reconstruction. As obras de renovação necessitaram de mobilizar meios colossais, bem como de beneficiar dos avanços tecnológicos da época. Para facilitar o transporte de materiais, apesar da forte inclinação de 60 graus, instalou-se uma grua. Na frente oriental, implementa-se uma via férrea dupla, nos 2 sentidos, para transportar as pedras pesadas. Esta obra épica prolonga-se durante quase 20 anos. Queda de andaimes, derrocadas, os trabalhadores enfrentaram numerosas dificuldades. É o preço a pagar para devolver ao santuário a sua extravagância. O abade Cheval dedica-se à missão de dar à cidade o seu aspecto medieval. Il est quand même assez strict dans ses plans, dans sa volonté de rebâtir, mais il y a un petit côté aussi quand même troubadour qui se lie sur les façades aussi des monuments. Jean-Baptiste Cheval foi discípulo do arquiteto Viollet-le-Duc, a quem se atribui designadamente a torre da Catedral de Notre-Dame de Paris, que ardeu no incêndio de 15 de abril de 2019. Tornou-se especialista em renovação de edifícios medievais, num estilo chamado de gótico trovador, uma reinterpretação da arquitetura da Idade Média. Le château que l'on voit actuellement, c'est un château un peu, je dirais, un château d'opérette, mais avec des éléments quand même qui sont des éléments qui ont été repris aux éléments du Moyen-Âge. Parce qu'on voit très bien, il y a quand même dans les parties inférieures un bel appareil, des belles pierres montées régulièrement. Em 1872 terminam as obras de restauração. Rocamadour pode brilhar novamente. Os peregrinos voltam a investir no santuário, impulsionados pelos padres das paróquias locais. A Virgem Negra encontra-se numa vitrine protetora para enfrentar o século XX e os seus grandes conflitos. Em novembro de 1942, a Segunda Guerra Mundial havia começado há quase 2 anos, quando os alemães invadem a Zona Sul. No departamento do Lot, o regime colaboracionista de Vichy está solidamente estabelecido. À volta de Rocamadour, a resistência organiza-se e a tensão aumenta. Face ao crescente perigo, os habitantes do povoado mobilizam-se, pois não querem que a Virgem Miraculosa corra qualquer risco. Les Amadouriens ont toujours eu un grand sens de la protection de la Vierge Noire. Chaque fois qu'il va y avoir des guerres, ou qu'il va y avoir un pillage, ou quoi que ce soit autour du sanctuaire, les Amadouriens vont cacher la Vierge Noire. Encore jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, elle va être cachée par des Amadouriens pour pas qu'elle soit prise. On dit qu'elle est emmurée parce qu'ils souhaitaient la protéger éventuellement de l'occupation allemande. Lorsque le sanctuaire est rouvert dans les années 44-45, on constate qu'elle est en assez mauvais état. Assim protegida, a Virgem supera os horrores da Segunda Guerra Mundial, mesmo tendo ficado deteriorada. Muito danificada, a estátua teve de ser restaurada pela primeira vez em 1949. No seu regresso à capela de Notre-Dame, a devoção à Virgem Miraculosa volta ainda mais forte. Lorsque j'étais gamin, c'était l'apogée du pèlerinage. Il y avait un escalier de 216 marches à gravir pour se rendre à la chapelle miraculeuse. Et nous étions en tête de ligne, les enfants de chœur. À ce moment-là, nous montions l'escalier à genoux en disant « Je vous salue Maria » à chaque marche. Nous arrivions à l'entrée de la chapelle miraculeuse. Les derniers en bas n'avaient pas encore démarré. Il y avait 1800 personnes minimum. Enquanto os peregrinos se acotovelam,
ouve-se novamente falar de fenómenos extraordinários em Rocamadour. 9 séculos após a publicação do Livro dos Milagres, os poderes da Virgem Negra parecem funcionar de novo, como neste dia de 1956. Une dame qui était paralysée depuis 9 ans, venant d'Angleterre, se rendant à Lourdes, a fait étape avec son petit groupe. Nous disions la messe dans la grande basilique avec la population du village. Et à la fin de la messe, il s'est produit un événement incroyable. On est venu annoncer à Monseigneur Cross qu'il y avait un miracle, qu'il fallait venir constater. Et bien sûr, nous avons suivi. Vítima de esclerose múltipla, esta inglesa paralisada entrou na Capela Miraculosa numa cadeira de rodas e saiu pelos próprios pés. J'ai le souvenir d'une dame très frêle, qui avait les jambes entourées de bandes de velpeau. Cette dame avait demandé à ce qu'on l'aide pour aller communier. Après 9 ans de paralysie, il y a une aide qui se fait. Qu'on le veuille ou non, il faut vraiment savoir s'adresser à la Vierge. Je crois qu'il faut y mettre ses tripes. Colocada majestosamente no centro da Capela de Notre-Dame, inalcançável, a Virgem Negra observa atualmente no seu trono os crentes que vêm colocar os seus destinos ou os destinos de quem lhes é próximo nas suas mãos. Na segunda metade do século XX, o santuário sofre uma ressurreição incomparável e volta a acolher viajantes de todo o mundo. On a vraiment un regain de ferveur qui fait que il y a des travaux importants à Rocamadour. On restaure encore et petit à petit, Rocamadour retrouve la beauté de son site. Hoje acumulam-se multidões de visitantes na cidade medieval. 1,5 milhão de pessoas pisam todos os anos a calçada da Praça dos Santuários. A gestão deste fluxo de turistas tornou-se uma questão crucial para a cidade. Rocamadour est une cité verticale où les espaces sont très réduits et de par son architecture, elle a beaucoup de difficultés de circulation, de stationnement aussi. Para permitir que o máximo de visitantes acedam facilmente aos 3 níveis do Rochedo, decidiu-se na década de 1950 instalar o primeiro elevador. Escavado na própria rocha, liga a rua comercial ao primeiro nível a mais de 55 metros de altura. Mas será preciso esperar 30 anos por uma proeza tecnológica que permita ligar a Praça dos Santuários ao castelo. Na década de 1980, decide-se construir um elevador inclinado no Rochedo, uma obra sob apertada vigilância. Beaucoup de capteurs ont été placés sur toute la falaise dans un souci de préserver ce patrimoine important de Rocamadour. O desafio dos construtores era instalar a máquina sem desfigurar a paisagem ou a cidade medieval. Para tal, escavam um túnel de mais de 150 metros. Escolhem de forma audaz uma cabine funicular num sistema de carris capaz de efetuar a subida em menos de 1 minuto. Cet appareil, de par sa technologie, n'est pas un ascenseur classique et est rattaché au téléphérique et engin de remontée mécanique. Ce qui implique une sécurité renforcée et une maintenance très très importante qui va jusqu'à des grandes inspections décennales. Em época alta, até 2.000 pessoas viajam todos os dias no elevador inclinado. A cidade tornou-se numa das mais visitadas em França, uma revitalização espetacular para aquilo que há um século não passava de ruínas. Hoje, os turistas visitam-na tanto pela dimensão religiosa da cidadela como para apreciar o local. Ce site est marquant. Quand on arrive sur le panorama à Rocamadour, on est tout de suite impressionné par la hauteur, la falaise, mais aussi par le canyon et la richesse de la faune, de la flore. Donc c'était tout un ensemble en fait qui attire maintenant et qui était peut-être moins un intérêt au Moyen-Âge pour les pèlerins. Este local lendário, tão deslumbrante como vertiginoso, e as proezas dos construtores impressionam as pessoas do século XXI. Si tous ces hommes n'avaient pas construit de tels édifices, je ne suis pas sûr qu'on parlerait de la religion comme on en parle encore aujourd'hui. Rocamadour, c'est vraiment une illustration de la ferveur médiévale, de ce temps des pèlerinages à travers l'Europe. C'est un véritable livre d'histoire. Livro de história, terra lendária, palco de fenómenos sobrenaturais, Rocamadour conserva ainda algum mistério que não para de atrair multidões. Rocamadour n'en est qu'au début de ces mystères. Ici, on vient encore
Parce qu'encore aujourd'hui, il y a des tas de miracles qui s'opèrent et dont on est témoin. Vous me direz, ça peut être pris pour des effets psychologiques ou etc. Peu importe. En tout cas, les gens, eux, croient qu'ils ont été touchés et c'est le plus important. Frequentemente abalado, o reino da Virgem Negra, quase milenar, parece renascer sempre das cinzas.